Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV, 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 12 novembre. À bord de leur tracteur, ils ont convergé ce matin vers Versailles. Une cinquantaine d'agriculteurs s'est retrouvée devant les locaux de la préfecture des Yvelines. Ces exploitants dénoncent la forte augmentation des charges, notamment sur les produits phytosanitaires. Le préfet a reçu une délégation de manifestants. C'est un dossier d'envergure entre Maurepas et Élancourt. Le centre aquatique intercommunal continue de faire débat. Hier, le collectif Piscine pour tous s'est mobilisé quelques minutes avant le conseil municipal de Maurepas. Ses membres dénoncent un projet flou. Les explications à suivre. Enfin, elle s'appelle Esquimau, c'est l'éco-laboratoire participatif accessible aux Saint-Quentinois. Cette plateforme en ligne permet de prendre connaissance des actions mises en place dans le cadre du plan climat-air-énergie lancé officiellement hier. L'objectif, c'est de s'adapter au changement climatique. Et nous sommes le mercredi 12 décembre, contrairement à ce que j'ai annoncé en début de journal. Nous parlerons également dans ce journal de deux autres sujets, la mobilisation lycéenne actuelle contre Parcoursup et la réforme du bac vue par les parents d'élèves, ainsi que de l'Arctic Week qui se tient en ce moment à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La France de nouveau touchée par un attentat. Un homme a ouvert le feu hier en plein centre-ville historique de Strasbourg, non loin du marché de Noël, faisant à l'heure où je vous parle, 18h02, 2 morts, une personne en état de mort cérébrale et 12 blessés. Après l'attaque, de nombreux responsables politiques des Yvelines ont réagi sur les réseaux sociaux. S'attaquer au marché de Noël est symbolique, estime le président du Sénat Gérard Larcher. Le Rambolitain affirme que la France est engagée dans la plus longue guerre de son histoire. Le député de la première circonscription des Yvelines, Didier Bécher, a tenu à remercier les forces sentinelles engagées en France. L'Assemblée nationale qui a observé aujourd'hui une minute de silence en séance. Certains élus avancent des propositions. Les fichiers S pour radicalisation doivent être déférés devant la justice pour intelligence avec l'ennemi et mis hors d'état de nuire pour la présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, l'Yvelinoise Valérie Pécresse. Même état d'esprit du côté de Pierre Bédier. Le président du conseil départemental considère que le combat contre le terrorisme ne doit pas fléchir. Enfin, une réaction de la part du président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgouze, qui, tout comme les autres élus, avance sa solidarité et son émotion avec les familles des victimes. On prend tout de suite la direction de Versailles. Ce matin, les agriculteurs se sont rendus en convoi devant la préfecture. Une action contre l'augmentation des taxes ressenties dans les exploitations en France. La redevance devrait passer de 5 à 25 € par hectare. Les explications de Mickaël Elmidoro. Les tracteurs ont investi Versailles ce mercredi matin. Une cinquantaine d'agriculteurs venus de Houdan, Mantes et Rambouillet est venus protester contre l'augmentation programmée des taxes sur les produits phytosanitaires en France, des pesticides visant à protéger les plantes des parasites. Il faut absolument que l'agriculture française ait les mêmes règles que ses autres concurrents européens. On ait le droit de mettre les mêmes produits phytosanitaires pour protéger nos cultures, pour qu'on ait les mêmes normes et pas de réglementation française qui viennent se réempiler. On est en train de courir un 100 mètres avec un boulet au pied par rapport aux autres pays producteurs européens. Une délégation d'agriculteurs a été reçue pendant près d'une demi-heure par le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault. L'entretien a été jugé satisfaisant par les manifestants. Je pense qu'il a une bonne approche. Je ne sais pas s'il a beaucoup de pouvoir et s'il va pouvoir nous aider dans nos revendications, mais il nous montrait une certaine solidarité avec ce qu'on pouvait avancer. Une nouvelle action devrait être menée en début de semaine prochaine dans les Yvelines. Le mode opératoire n'a pas encore été dévoilé. Un projet de centre aquatique intercommunal qui fait débat. Hier soir, mardi, la ville de Maurepas signait le recours à la gestion déléguée du projet lors de son conseil municipal. Un événement que ne pouvait manquer le collectif Piscine pour tous, remonté contre certains points du dossier. Reportage de Marilène Pichino. Depuis la décision de sa fermeture en avril 2015, la piscine de Maurepas pose bien des problèmes à la municipalité. S'il vous plaît, il y aura des activités ludiques, il fallait bien envoyer au public pour vous. Le projet de reconstruction d'un centre aquatique intercommunal entre Maurepas et Élancourt a plusieurs points de conflit. Le collectif Piscine pour tous s'est constitué en mai dernier. Ses membres étaient présents mardi soir pour manifester avant le conseil municipal et tenter de s'y exprimer. La concertation qui a été menée pendant l'été est largement insuffisante. La concertation menée par les maires est largement insuffisante. Elle est lacunaire, elle est imprécise et elle laisse en suspens de très nombreuses questions pour répondre aux missions de service public. Des arguments incompris par le maire de la ville qui a consulté les habitants il y a quelques mois et obtenu plus de 3000 réponses.
J'ai fait, avec mon collègue Delancourt et de Coignard à l'époque, une grande concertation sur plus de 4 mois, entre juin et septembre. Grand public, avec un questionnaire sur Internet, papier, dans les 3 villes. On a fait des groupes de travail avec l'ensemble des associations. On a fait des groupes de travail avec les collèges, les représentants des collèges et des lycées. On a recueilli tous ces besoins. Principal sujet d'inquiétude pour le collectif partagé avec l'opposition, la délégation du service à une entreprise privée. Le maire de Maurepas tient à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une privatisation. Quand vous déléguez un service public dans le privé, il y a toujours un contrôle de la puissance publique qui a lieu tous les ans au travers d'un rapport du délégataire qui est voté en conseil municipal. Et ensuite, vous avez les agents de la collectivité qui suivent de près l'exécution du contrat. C'est une obligation dans le cadre des marchés publics. Le recours à la gestion déléguée signé, l'appel d'offres sera lancé le 17 décembre pour un lancement des travaux fin 2019. Le collectif se dit pourtant déterminé à poursuivre ses actions et appelle les citoyens à les rejoindre. Et le collectif prévoit une nouvelle mobilisation ce jeudi, cette fois-ci devant la mairie d'Elancourt. Le conseil municipal de la ville votera à son tour cette délibération. Autre colère du moment au niveau national, les lycéens sont mobilisés contre Parcoursup, le service national universel et la réforme du baccalauréat. L'UNL, Union nationale lycéenne, appelait hier un mardi noir dans les établissements, un mouvement de blocage suivi dans les Yvelines, notamment à Trappes et Montigny-le-Bretonneux. La mobilisation a parfois dégénéré. En certains endroits, on dénombre 21 interpellations dans le département. On parle de ce sujet de la mobilisation lycéenne avec Nicolas Hardy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UNAP à Trappes et la Verrière. L'UNAP, c'est l'Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves. Je précise que nous devions également avoir en plateau un membre de l'UNL pour parler des motifs de la mobilisation, et malgré nos sollicitations, aucun représentant des Yvelines ne s'est rendu disponible pour venir en plateau. Du coup, on va parler de cette mobilisation vue par les parents d'élèves. Quel regard vous portez-vous sur cette mobilisation lycéenne ? Les parents sont globalement inquiets effectivement de la situation et des événements, enfin la tournure que peuvent prendre les événements. Ils comprennent, beaucoup comprennent également la motivation de leurs enfants qui sont eux inquiets. Vous disiez, ils sont inquiets. Parfois, certaines mobilisations ont pu dégénérer. Il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. Les parents d'élèves sont dans quel état d'esprit ? Ils ont parfois peur d'envoyer leurs enfants au lycée ou se mobiliser. Hier matin, j'ai passé la matinée auprès des lycéens du lycée de la Plaine de Nov de Trappes. Donc le seul lycée de Trappes où il y a les manifestations. Globalement, elle s'est très bien passée. Donc on n'a pas eu de réel problème hier. À Trappes, vous parliez du lycée de la Plaine de Nov où il y a eu un grand feu de poubelle lundi qui ont endommagé les grilles d'entrée du lycée. Le fait qu'il y ait ces quelques débordements, 21 interpellations dans les Yvelines, est-ce que vous ne pensez pas que ça dessert quelque part le message porté par les lycéens ? Le problème, on le voit depuis quelques semaines, même depuis des années, tout ce qui engendre, toute la violence engendrée par ces manifestations, qui souvent en marge de ces manifestations décrédibilisent et desservent automatiquement les revendications. On précise, c'est pas la majorité des lycéens qui créent ces débordements. Ils ont d'abord un message. Si je prends l'exemple si je prends le lycée de la Plaine de Nov pour lundi. C'est pas un élève de ce lycée qui a mis le feu. Et alors une lycéenne de Trappes qu'on a interrogée justement devant le lycée de la Plaine de Nov, qui a tenu à garder l'anonymat, nous disait hier, elle dénonçait des violences policières. Qu'est-ce que vous pouvez il semblerait qu'il y ait eu des tirs de... il semblerait non, il y a eu des tirs de flashball. Et là effectivement je peux l'assurer, et également du gazage à bombe lacrymogène. Alors, après, effectivement, elle fait part d'écart de langage. Oui. Bon, après, dans ces situations, elles peuvent s'expliquer. Oui. Réponse à un représentant du syndicat Alliance nous disait en plateau que les forces de l'ordre faisaient face en ce moment à une situation compliquée et à notamment le mouvement des Gilets jaunes, donc un climat assez compliqué en France. Alors dans ce moment, il y a eu bien sûr aussi des polémiques à Mantes-la-Jolie où on a vu ces images avec une 150 jeunes interpellés que l'on voit genoux à terre, les mains derrière la nuque. Ces images, elles vous ont choqué ? Elles sont choquantes. Elles sont choquantes. Alors, on va sortir du contexte réel, mais je veux dire, c'est des images qui font
qui peuvent nous faire des rappels à l'histoire. On a connu ça on a connu ça en France par le passé. Oui, c'est choquant. Revivre ça maintenant, oui, c'est choquant. Vous faites référence à des temps notamment de guerre. Oui, tout à fait. Et sur les revendications, alors nombreux lycéens ont été notamment choqués que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son allocution lundi, n'ait pas évoqué cette situation des lycées, n'ait pas fait de proposition. Ils sont pas choqués, ils se sont sentis oubliés, voire abandonnés. Pour sortir de la crise, à votre avis, quelles sont les pistes pour sortir de cette crise lycéenne? Alors, effectivement, vous avez dit Parcoursup. C'est vrai que Parcoursup a pris énormément de temps, par rapport à APB qui n'était pas le bon système non plus, mais Parcoursup a pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus, la procédure a été beaucoup plus longue, voire beaucoup trop longue pour les élèves. Et on peut avoir aussi un sentiment que Parcoursup travaille sur un élitisme des élèves. Donc pour vous, il faudrait au moins une inflexion sur ce sujet de Parcoursup. Je vais pas critiquer parce que je le connais pas. J'ai essayé de suivre, mais oui, peut-être rendre les choses quand même plus simples. Merci Nicolas Hardy d'avoir été avec nous en plateau et d'avoir décrypté comment voient les parents d'élèves voient cette situation. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNAP sur les secteurs de Trappes et de La Verrière. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Autre mouvement de contestation, celui des avocats. Comme partout en France, les robes noires du barreau des Yvelines ont fait grève, un blocage du palais de justice et une mobilisation aujourd'hui à Paris. Motif des mécontentements, le projet de réforme de la justice adopté en première lecture cette nuit à l'Assemblée nationale. Les avocats dénoncent une justice déshumanisée et éloignée du justiciable. Écoutez l'interview du bâtonnier du barreau de Versailles au micro de Manon Varaldo qui explique ce que change concrètement ce projet de loi. Le contentieux général sera regroupé au sein d'un tribunal judiciaire du département, ce qui fait que le tribunal va être éloigné des citoyens. On va assister également à un désert judiciaire et les citoyens seront évidemment découragés sur un plan matériel, sur un plan géographique, de saisir un juge. Et on leur dira, mais écoutez, c'est pas grave, votre juge est à 150 km, 200 km, qu'importe, vous avez le numérique. Pour des petits litiges, c'est-à-dire de moins de 10 000 euros, ce que le taux de ressort du juge, il faudra saisir ce dernier par la voie numérique. C'est-à-dire que pour une certaine partie de la population qui ne dispose pas ou d'ordinateur, mais tout simplement de réseau, d'Internet, ils ne pourront pas avoir accès à la justice. Il a été adopté en conseil communautaire le 20 septembre dernier. Le plan climat-air-énergie territorial a été lancé officiellement ce mardi à l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin. Un lancement qui passe notamment par la création d'une plateforme en ligne baptisée Esquimau afin de suivre la mise en œuvre du plan. Les explications de Nicolas Dandry. Esquimau, le nom de la plateforme en ligne du plan climat-air-énergie territorial de Saint-Quentin en Yvelines, un outil virtuel destiné à tous les acteurs du territoire pour permettre l'accompagnement de la mise en œuvre du programme. Les gens vont pouvoir suivre de manière la plus précise possible les évolutions de consommation. Ils vont pouvoir suivre aussi la mise en application du plan climat, air, énergie et également ils vont pouvoir proposer des nouvelles actions. L'Observatoire Versailles-Saint-Quentin va contribuer à cette plateforme dans le traitement des données, notamment de la consommation énergétique. C'est beaucoup plus facile de demander à un certain nombre de personnes de suivre leur consommation, d'évaluer leur consommation au quotidien à travers un cadre d'évaluation qu'on fournira avec une mini-formation que nous-mêmes d'aller chercher la donnée. Donc ça responsabilise les gens par rapport à leur consommation et puis ça permet pour nous de recueillir de la donnée fiable au quotidien. Faire émerger une filière transition énergétique sur le territoire ou encore valoriser les commerces en circuit court. Plusieurs actions du plan climat-air-énergie territorial lancées ce mardi 11 décembre et votées le 20 septembre dernier. Adapter le territoire au changement climatique en essayant de à la fois réduire les consommations d'énergie et d'utiliser au maximum des énergies renouvelables pour nous rendre le plus indépendants possible par rapport aux énergies fossiles et au nucléaire. On a des gros progrès à faire par rapport à l'isolation thermique.
Et là, il va falloir travailler sur des rénovations énergétiques de l'ensemble des bâtiments. Depuis juin 2016, la plateforme Repère Habitat permet aux Saint-Quentinois d'engager les démarches pour une rénovation énergétique. C'est le colloque international sur les changements climatiques et environnementaux en Arctique. L'Observatoire Versailles 50 ans en Yvelines propose l'Arctic Week, une semaine de table ronde, interventions scientifiques, rencontres, projections et expositions. Bonsoir Jean-Michel Luctin. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'OVSQ et au CEARC, le laboratoire Culture, Environnement, Arctique, Représentation, Climat de l'UVSQ. Et vous co-organisez cet événement avec Alexandra Lavrillier. Alors pourquoi consacrer une semaine de conférences à l'Arctique ? Alors parce que c'est une région du monde qui fait de plus en plus l'actualité pour de nombreuses raisons. Parce que d'abord le changement climatique est visible de façon beaucoup plus importante que dans le reste du monde, notamment au Groenland que je connais depuis 20 ans. Vous avez vécu notamment au Groenland, c'est quelque chose que vous avez observé sur place ? C'est quelque chose que j'ai pu observer grandeur nature, si je puis dire. Depuis 20 ans, j'ai vu la banquise reculer, j'ai vu les activités des Inuits être modifiées par ce changement et j'ai aussi observé leur capacité à s'adapter à cette nouvelle situation. Et du coup, quels sont les objectifs d'un tel événement ? C'est de réfléchir autour de ces enjeux du changement climatique ? Bien sûr, on le sait aujourd'hui, le GIEC sonne l'alarme depuis de nombreuses années, a encore sonné l'alarme tout en disant qu'il est possible d'intervenir pour limiter les dégâts que nous apporte déjà ce changement climatique et tous les changements environnementaux qui y sont associés. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les communautés humaines, non seulement font face à ce changement, quelles réponses elles peuvent apporter. Et donc c'est tout l'enjeu de cette conférence, mais de façon un peu différente peut-être des autres conférences, puisque la nôtre associe les chercheurs en sciences naturelles, les chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, et puis surtout les communautés autochtones au travers la présence de personnalités sibériennes, de jeunes Inuits du Groenland. Il y a l'aspect culturel tout à fait, de la Sibérie, du Groenland, enfin de toute cette zone de l'Arctique. Et c'est notre particularité à l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines, de travailler en transdisciplinarité, comme on dit, c'est-à-dire d'associer toutes les formes de savoir. Savoir scientifique évidemment et de toutes les disciplines, et puis d'un autre côté les savoirs des communautés locales. Et en ce qui nous concerne, Alexandra Lavrillier qui travaille depuis 20 ans en Sibérie avec notamment les populations Evenk et Even, et moi-même avec les populations Inuit au Groenland. Et d'avoir tous ces savoirs, de les prendre en compte, ça aide aussi à mieux réfléchir sur ces thématiques du changement climatique. Alors c'est non seulement les prendre en compte, mais c'est aussi travailler avec elles, avec ces populations. On le fait depuis, comme je l'ai dit, depuis de nombreuses années, pour coproduire, comme on dit, coproduire le savoir qui est aujourd'hui nécessaire pour pouvoir s'adapter. Et les choses sont différentes de celles du passé où les scientifiques venaient dans ces communautés sans du tout regarder les gens qui y vivent. Mais au contraire, nous, scientifiques, nous ne sommes pas 24 heures sur 24, 365 jours par an dans ces endroits. Ces communautés y vivent. Elles ont aussi un savoir qui a été ignoré pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, ces savoirs sont intégrés et ces communautés participent à égalité avec les chercheurs. Vous disiez tout à l'heure que l'Arctique, c'est l'une des zones, peut-être la zone au monde où on le voit le plus, ces changements climatiques. Comment on l'explique qu'on les voit plus en Arctique ? Parce que l'environnement, d'abord parce que le réchauffement est 2 à 3 fois plus rapide que dans le reste du monde, et puis d'autre part parce que leur environnement, je pense au couvert de neige, je pense à la banquise que je connais bien, eh bien on la voit reculer d'année en année. Alors c'est pas un recul linéaire, c'est un recul tendanciel. Il y a encore des bonnes, des mauvaises années, mais
La tendance, elle est au recul de cette glace, et cette glace qui est essentielle aux Inuits, parce que sans cette glace, ils peuvent pas sortir, aller chasser, pêcher, et puis vivre leur culture, parce que leur culture, donc, c'est de vivre dans la nature et de pouvoir profiter de ce qu'elle offre, et c'est ce recul, on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu depuis. J'ai même vu à Oumanak, la petite communauté où je vais depuis 20 ans, des années sans glace. Les anciens ne se souviennent pas d'années de ce type où la banquise n'est même pas présente, où ils ne peuvent même pas sortir de l'île en traîneau à chien pour pouvoir rejoindre le prochain village ou pour pouvoir aller chasser les mammifères marins qui leur permettent de vivre. Pour terminer l'entretien, revenons au programme de l'Arctic Week. Ça se déroule jusqu'à vendredi. Qu'est-ce qu'il faut retenir du programme ? Il y a beaucoup de choses. Il y a des tables rondes, il y a des expositions, des projections également. Beaucoup de choses qui sont proposées dans cet Arctic Week. Il y a des expositions à la bibliothèque universitaire. Il y a des expositions à l'observatoire. Il y a beaucoup de discussions. Je crois que c'est le mot partage. Partage entre toutes les sciences et partage avec les communautés autochtones de l'Arctique qui sont présentes à notre conférence, et on en est très heureux, très très heureux de les avoir avec nous, à la fois pour partager leur savoir et aussi pour partager leur culture au travers de danse, à travers de chants qu'ils nous montrent, et c'est un vrai bonheur. Et ça s'adresse au monde scientifique, c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, et j'encourage tout le monde à venir. Il reste toute la journée de jeudi et celle de vendredi, avec vendredi soir un événement extraordinaire où peuples sibériens et inuits seront présents pour partager avec tous ceux qui seront là. Et ça sera un grand moment, comme il arrive très très rarement. On retrouve le programme sur le lien qui s'est affiché, et je rappelle que c'est organisé par vous, Jean-Michel Huctin. Merci d'avoir été avec nous. Et ma collègue Alexandra Lavrier. Également, merci à vous. Merci de la citer. Vous êtes enseignant-chercheur à l'OVSQ et au CR. Et nos étudiants du Master Arctic Studies qui ont fait aussi un travail remarquable pour permettre à cette conférence d'exister. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Après être resté pendant 25 ans à Saint-Quentin en Yvelines, le campus de l'Institut supérieur de l'environnement vient de déménager ses nouveaux locaux à Versailles. L'inauguration s'est déroulée ce mardi soir en présence du maire de la ville. Reportage de Michael Elmidoro. Le campus de l'Institut supérieur de l'environnement a été officiellement inauguré ce mardi 11 décembre. Cette école privée accueille chaque semaine plus de 200 étudiants venus de toute la France. La structure propose après le baccalauréat des cursus en 2, 3 ou 5 ans. Objectif, préparer les étudiants sur ce secteur porteur. Donc les étudiants vont, d'un point de vue ingénierie, étudier par exemple des matières comme la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, l'environnement, l'écologie, ou le droit de la nature, le droit de l'environnement et d'autres matières de management autour du développement durable et de la RSE. Tout ça pour des débouchés, pour s'occuper au sein des entreprises des enjeux environnementaux et de développement durable. Après être resté pendant 25 ans à Saint-Quentin en Yvelines, l'école s'est installée près de la gare Versailles-Chantier pour continuer son expansion. Je pense que l'Institut supérieur de l'environnement, ça se marie parfaitement avec Versailles et tout ce qu'on essaie aujourd'hui de faire autour de cette thématique qui est l'environnement, et plus largement ce qu'on appelle la ville nature. Versailles, c'est une ville qui est connue, c'est une ville dont le nom résonne dans le monde entier, et je pense que c'est un atout pour cet institut qui a maintenant plusieurs années d'existence de s'être installé ici. L'année dernière, près de 2/3 des étudiants ont réussi à trouver un travail avant la fin de leur cursus dans l'école. L'établissement espère réaliser des chiffres similaires pour cette première année à Versailles. Et puis comme chaque mercredi, notre petit tour dans les salles de cinéma à Saint-Quentinoise. Direction ce soir, le Grenier à sel attrape pour connaître la programmation du moment. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Vous retrouverez bientôt au Grenier à sel Percut Jam. Percut Jam, ça sera vendredi 14 décembre à 20h45. C'est la projection d'un documentaire sur le groupe de musique Percut Jam, musiciens assez exceptionnels. Il s'agit de musiciens autistes qui viendront sur scène après le film. C'est en partenariat avec la Meurise. Les réservations sont faites sur le site de la Meurise.com.
Et le deuxième événement au Grenier à sel, ce sera mardi 18 décembre à 20h45. C'est Jean-Paul Gau qui viendra présenter Tadzeka, un film sur un jeune Marocain qui découvre la cuisine avec sa grand-mère et qui vient en France rencontrer des grands chefs. Mais bien entendu, il fera l'expérience du travail précaire, l'expérience de l'immigration clandestine, des migrants et tout ça. Ce débat, cette rencontre se fera en partenariat avec le MRAP. Donc ce sera mardi 18 décembre à 20h45 au Grenier à sel. C'est quoi qui t'intéresse dans la vie, toi? La cuisine. La cuisine. Le couscous au pain perdu. C'est la fin du 7-8 journal. Retrouvez-nous également sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 débat avec le retour en plateau d'Aurélie Ronze. Une question qu'elle posera à ses invités. L'annulation de la hausse de la taxe carburant annoncée par le gouvernement est-elle une mauvaise nouvelle pour la transition écologique? Le 7-8 débat, c'est dans un instant. Belle soirée avec TV78.